Rached Ghannouchi est notre invité ce soir. Il a accordé plusieurs entretiens. Notre confrère Olivier Ravanello dans un livre publié par les éditions Plomb. Et il nous a reçus hier à Tunis, chez lui, pour l'une de ses rares interviews accordées aux télévisions occidentales. Rached Ghannouchi, invité de 18h politique. On parle avec lui de lutte contre le terrorisme, de l'islam de France, de la condition des femmes, de l'avortement, de la lapidation ou encore de la démocratie tunisienne. Écoutez. Rached Ghannouchi, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, ici, à Tunis, à votre domicile. Je vais commencer par les questions liées au terrorisme, puisqu'on est à quelques jours après cet attentat du Bardo. C'était le 18 mars, attentat qui a fait 22 morts, dont 21 touristes. Vous avez parlé, à propos de cet attentat, d'une déclaration de guerre à l'égard de la Tunisie. C'est une déclaration de guerre de la part des terroristes? Bonjour. Effectivement, c'est une guerre ouverte. Cette agression est une déclaration de guerre contre la Tunisie, l'État tunisien, la révolution et la liberté tunisienne, contre l'économie tunisienne. Et comment y répondre? La Tunisie s'est relevée de ses cendres, s'est levée comme un seul homme pour faire face à cette agression dont elle a bien compris qu'elle vise sa révolution, sa souveraineté et son économie. Comment la Tunisie peut répondre à cette attaque terroriste? La Tunisie n'a pas attendu. Elle a tout de suite exprimé avec tous ses partis politiques, tous ses responsables et son peuple tout entier qu'elle était contre le terrorisme. Elle a ainsi envoyé un message clair affirmant que tous les Tunisiens sont unis pour faire face à ces bandes criminelles. Le monde entier a fait preuve de solidarité avec la Tunisie, montrant ainsi que la Tunisie n'est pas seule pour faire face au terrorisme, que le monde entier est avec la Tunisie et le monde entier est Bardo. Dans ce livre d'entretien, vous demandez l'aide internationale de ceux qui ont soutenu la révolution tunisienne. Vous demandez leur aide pour faire face au terrorisme. Mais dans le même temps, à propos de la lutte contre Daesh, contre l'organisation terroriste État islamique, vous dites que ça ne concerne pas la Tunisie. Donc vous demandez l'aide internationale, mais vous ne voudriez pas que la Tunisie s'implique dans la lutte contre le terrorisme international? Il n'y a pas de contradiction. Nous sommes contre Daesh, nous estimons que Daesh nuit à l'islam plus qu'autre chose, car elle pervertit l'image de l'islam. Nous luttons contre Daesh en Tunisie, et si nous vainquons Daesh en Tunisie, nous aurons ainsi participé à la lutte contre le terrorisme international. Nous aurons libéré la Tunisie afin que la Tunisie ne soit pas un point de départ du terrorisme. Nous voulons que la Tunisie exporte des idées de liberté et de démocratie et d'unité nationale et non pas du terrorisme. La Tunisie est une terre de rayonnement démocratique. Est-ce que quand Daesh, donc l'organisation terroriste État islamique, frappe, cela rejaillit sur tous les musulmans? Lorsque Daesh frappe, la première victime, c'est l'islam et les musulmans. Et le monde tout entier. Ceci représente un danger pour l'islam, les musulmans et la paix internationale. Dans les rues de Tunis, au moment des attentats du Bardo, on a entendu beaucoup d'attaques contre Ennahda. Certains Tunisiens, beaucoup de Tunisiens, vous reprochent d'avoir été trop conciliant avec les salafistes. On vous reproche cette phrase sur le fait que les salafistes sont d'une nouvelle culture, que la plupart d'entre eux ne sont pas une menace pour la Tunisie. On reproche à Ennahda d'avoir laissé prospérer, par exemple, Ansar al-Sharia en Tunisie, quand Ennahda était au pouvoir. Qu'en pensez-vous? Ces voix sont peu nombreuses et leur poids électoral était faible.
Néanmoins, ceci montre que la démocratie est présente en Tunisie, que des opinions contradictoires sont présentes et que les tensions politiques aussi. Parfois, ces tensions sont injustes. Certains essayent d'exploiter le sang qui a été versé. Et ceci à des fins politiques. Néanmoins, tout le monde sait que Al-Nahda était en première ligne contre le terrorisme et qu'un tribunal a jugé que Ansar al-Sharia était un groupe terroriste. Est-ce qu'Al-Nahda condamne sans réserve le terrorisme et toutes ces attaques terroristes qui ont lieu depuis plusieurs années, mais singulièrement ces derniers mois? L'attaque du musée juif de Bruxelles, les attaques à Londres, les attaques en Israël, l'attaque à Sydney, évidemment les attentats de Paris. Et récemment encore, il y a 48 heures, une attaque très meurtrière au Kenya, comme il y en avait eu une au Pakistan où des étudiants étaient visés. Au Kenya, ce sont des étudiants chrétiens, non musulmans en tout cas, qui étaient visés. Est-ce qu'Al-Nahda condamne sans réserve ces actes? Sans réserve. Al-Nahda est opposé au terrorisme sous toutes ses formes et où qu'il frappe des musulmans ou des non-musulmans. Nous sommes contre le terrorisme et sans réserve. Nous avons condamné les attentats du 11 septembre, de Charlie Hebdo, de Londres et tous les attentats et les crimes terroristes. Nous sommes opposés au terrorisme et nous en sommes les premières victimes. Parmi les points communs de ces attentats, il y a la haine contre les juifs, le fait que des juifs soient visés et soient tués parce qu'ils sont juifs. Est-ce que, là aussi, vous condamnez totalement cette cette dimension de ces attentats? Et est-ce que vous parleriez d'antisémitisme? Absolument. Nous sommes contre l'antisémitisme et la discrimination religieuse et contre toute discrimination sur base ethnique ou religieuse. Et même si nous étions opposés au régime de Ben Ali, lorsque l'attentat a eu lieu, l'attentat qui visait la synagogue de Al-Ghariba, eh bien, nous avons condamné cet attentat. Nous n'avons aucun problème avec la religion juive en Tunisie. Les juifs tunisiens vivent en parfaite harmonie avec les autres Tunisiens. Ils nous rendent visite dans nos bureaux. Il y a une association juive en Tunisie menée par Roger Bismuth. Et le rabbin de Tunis est un de mes amis et il a même dit que lors des élections, des juifs tunisiens ont voté pour Al-Nahda. Il a affirmé que des juifs tunisiens avaient voté pour Al-Nahda. Ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo, ceux qui ont perpétré des attaques au Danemark et ailleurs, se sont attaqués à la liberté d'expression, à la liberté de moquer, à la liberté de critiquer les religions, toutes les religions, y compris l'islam. Est-ce que ceux qui critiquaient les religions avaient bien fait de le faire? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'ils ne méritaient pas de mourir, mais ils n'auraient pas dû critiquer les religions et critiquer le prophète? Nous sommes pour la liberté d'expression et de critiquer, y compris la critique des religions. Néanmoins, nous veillons à ce que cette critique ne soit pas blessante, ne porte pas atteinte à la dignité des croyants, que ce soit la religion musulmane ou pas. Nous soutenons le respect des religions. Et même si cette critique porte atteinte aux sentiments des croyants, nous sommes opposés à toute riposte violente. Les croyants doivent se défendre de manière intellectuelle via des œuvres artistiques qui montrent l'aspect positif des religions et non pas par la violence. Nous condamnons toute utilisation de la violence comme riposte. Vous dites, nous, les musulmans, nous n'avons pas le droit de critiquer notre religion, nous n'avons pas le droit de critiquer la religion des autres, nous n'avons pas le droit de blesser les autres. Mais est-ce que les autres
Dans un pays comme la France où il n'y a pas de délit de blasphème, est-ce que les autres ont le droit de vous blesser? Nous estimons que nous vivons dans des sociétés diverses et nous devons nous respecter pour garantir la paix sociale dans ces sociétés. Mais nous refusons de blesser toute personne, quelle que soit sa religion. Mais si les musulmans sont blessés, ils doivent répondre de manière civilisée via des œuvres intellectuelles et artistiques et non pas par la violence. La violence est un problème et non pas une solution. Nous devons donc l'éviter. Où sont les limites? Qui fixe les limites? Qui décide ce qui blesse ou ce qui ne blesse pas, ce dont on peut rire et ce dont on ne peut pas rire? La loi. La loi? Alors la loi en France dit qu'on peut se moquer des religions. Vous demandez aux Français musulmans de se sentir d'abord français, puis musulmans. Ce qui est important, dites-vous, c'est d'abord la nation à laquelle on appartient. Ce sont des mots qui surprennent dans la bouche d'un leader religieux musulman. J'ai exprimé ma conviction, mon opinion, car l'islam n'a pas annulé les nationalités ni les spécificités des peuples. Le discours coranique est destiné à des peuples différents. Chaque prophète est apparu dans son peuple et s'est exprimé avec sa langue et sa culture. Il n'est donc pas surprenant qu'on trouve une culture islamique turque et une autre persane et arabe. Pourquoi n'y aurait-il pas une culture islamique française et américaine? C'est tout à fait normal. Alors justement, vous tombez d'accord avec beaucoup de responsables politiques français en réclamant que les imams en France soient français. Vous voulez des imams de nationalité française, de culture française, qu'ils soient formés et qu'ils dispensent une lecture du Coran qui soit adaptée aux mœurs de la société française. C'est là l'évolution naturelle de l'islam. Lorsque l'islam pénètre une société, un peuple, les ulémas, au début, viennent de l'étranger. Mais au fil du temps, ce sont les habitants locaux qui produisent des ulémas et qui produisent l'élite intellectuelle. C'est donc là l'évolution naturelle que des ulémas français voient le jour, ainsi que des poètes et des personnes, des intellectuels. L'histoire de la Tunisie et de l'Afrique du Nord est un excellent exemple. Au début, 7 grands ulémas sont venus et ont répandu l'islam en Afrique du Nord. Mais au fil du temps, l'Afrique du Nord a produit ses propres ulémas, ses madrasas, comme la Zaytouna, et c'est donc là l'évolution naturelle des choses. La Tunisie produit désormais ses propres ulémas, tout comme l'Arabie Saoudite, et un jour, il en sera de même de la France. Vous avez une lecture très ouverte de la façon dont un Français musulman doit se comporter. Par exemple, vous dites, bon, on n'a plus besoin de minaret, on n'a même plus besoin d'appel du muezzin. Maintenant, il y a des applications sur les téléphones pour savoir à quelle heure on doit prier. Et dites, si en France, l'édification d'un minaret bloque la construction d'une salle de prière, si ça dérange les habitants d'une commune qui manifeste et que ça endommage les relations entre les musulmans et les autres habitants, alors il faut s'en passer, ce n'est pas grave. On peut avoir des mosquées sans minaret. Sur la question des menus halal, par exemple, qui agite beaucoup la classe politique en France, vous dites, mais finalement, ce qui est important, si évidemment ce n'est ni du porc ni du vin, enfin de l'alcool, ce qui est important, c'est de dire sa prière avant de manger. C'est ça qui est important et ça peut suffire. On n'a pas besoin d'un rite plus important. Vous découragez aussi les musulmans, les Français musulmans, de fonder un parti islamiste. Vous les encouragez plutôt à s'intégrer dans les partis politiques qui existent déjà en France et à faire de la politique comme tous les autres Français. J'ai envie de vous dire, finalement, en poussant le raisonnement,
que ce que vous demandez aux Français musulmans, c'est de raser les murs, c'est de ne pas se faire remarquer? Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé aux musulmans de ne pas s'attacher à se distinguer des autres. Car certains éléments ne sont pas indispensables. Il faut bien distinguer la culture islamique de l'islam. Les musulmans doivent préserver l'islam, mais les coutumes des musulmans ne sont pas indispensables dans un pays non musulman, comme la France. Les minarets, par exemple, ne font pas partie de la religion musulmane, mais plutôt de la culture islamique. Et si cet aspect culturel empêche l'édification d'une mosquée, eh bien, c'est un élément dont on peut se passer. Les musulmans ne doivent pas veiller à se distinguer par leur aspect vestimentaire, par exemple. Ceci n'est pas indispensable. Le musulman français ne doit pas se dire qu'il doit absolument être différent des autres citoyens français, car l'islam ne l'oblige pas à nager à contresens. Alors sur la question de l'interdiction du port du voile en France, dans les écoles, l'interdiction du port du voile intégral dans les lieux publics, vous êtes contre la loi, mais vous demandez aux musulmanes françaises de l'observer, de s'y conformer. Autant que possible. Le musulman doit respecter sa vision de l'islam autant que possible. Il faut faire preuve de réalisme. Vous incitez les Françaises musulmanes à aller à l'université, à aller évidemment à l'école, à étudier, à avoir un métier, à travailler, même si pour cela elles doivent renoncer à une partie des signes de leur appartenance religieuse, donc par exemple le port du voile dans certains cas, parce que ce qui est important, c'est qu'elles participent à la vie de la société plutôt qu'elles ne s'en excluent. Oui, c'est ce que je leur demande. Notre message est clair. Le musulman doit faire preuve de réalisme, tout comme la politique islamique est une politique réaliste. Il doit respecter sa religion autant que possible. Vous dites aussi, alors il y a une loi, celles qui veulent quand même porter le voile portent en respectant la loi, donc en l'enlevant quand on leur demande de l'enlever. Et puis s'il n'y a pas de loi qui interdit le voile, de toute façon, la musulmane fait ce qu'elle ressent. Elle n'est pas obligée, même s'il n'y a pas de loi qui lui interdise de porter le voile, elle n'est pas obligée de porter le voile. Elle fait comme elle sent. Tout comme on respecte la loi, on doit respecter la religion autant que possible. Oui, mais c'est important parce que vous dites que même s'il n'y a pas une loi qui interdit le voile, la musulmane peut le porter ou ne pas le porter. Elle fait comme elle le ressent. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que si une loi empêchait le port du voile, la femme ne doit pas aller à l'encontre de la loi et se nuire à elle-même. Elle ne doit pas se priver d'enseignement, de métier et de soins. Non. Il y a certaines nécessités de la vie que nous devons respecter. Mais s'il est possible de se conformer à la fois à notre religion et à nos intérêts, eh bien, nous devons le faire. Mais on est d'accord, enfin, d'après ce que j'ai lu dans ce livre, c'est vous qui le dites, hein, vous l'avez vérifié, que le Coran ne fait aucune obligation aux femmes de porter le voile, qu'il ne donne aucune consigne obligatoire vestimentaire, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, et que tout est question d'interprétation et d'adaptation. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le Coran incite la femme à adopter un aspect vestimentaire spécifique, respectable, et qui la préserve. Mais dans la pratique,
Il faut faire preuve de réalisme et prendre en compte les possibilités. Et il faut s'y conformer autant que possible. Je lis, sur le voile, que conseillez-vous aux musulmanes en France? Vous répondez, si la loi interdit le port du voile, il faut appliquer la loi. Dans le cas contraire, la musulmane fait ce qu'elle ressent. À savoir qu'elle applique sa vision de l'islam. Donc si elle n'a pas envie de mettre de voile, elle peut ne pas mettre de voile. Comme elle le sent. Une femme, est-ce qu'elle est moins bonne musulmane si elle ne met pas de voile que si elle en met un? Non, ce n'est pas le seul critère. Il y a d'autres critères pour savoir si une personne est bonne musulmane ou pas. Par exemple, des non-musulmans se couvrent de la tête aux pieds, mais ils ne sont pas musulmans. Je vous cite encore. La femme peut jouer tous les rôles que joue l'homme et plus encore. Il peut y avoir dans des sociétés des distributions des rôles, mais cela ne veut pas dire qu'il y a un rôle meilleur que l'autre. La femme peut jouer tous les rôles. Est-ce qu'elle peut jouer le vôtre? Comme chef religieux et chef politique. Rien en islam n'empêche la femme d'occuper telle ou telle fonction politique ou sociale. Absolument rien. Ceci est déterminé par la compétence. À quand des femmes imams? Dans la culture dont nous avons hérité, il n'y a pas de précédent de femme imam. Elle n'est imam que pour les femmes et non pas pour les hommes. Ça viendra. Vous savez quand même, même si dans ce livre, vous parlez beaucoup d'égalité entre femmes et hommes, du fait que les femmes doivent étudier, doivent être instruites, doivent pouvoir travailler et être libres, vous avez quand même une vision de la famille, en tout cas celle que vous décriviez, qui est très patriarcale. C'est quand même le père, le frère qui décident, le chef de famille. C'est le père et le frère qui décident et qui doivent subvenir aux besoins matériels des femmes. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu dépassée de la famille dans une Tunisie qui se veut un pays moderne et dans son temps? Non. Nous ne prétendons pas que le modèle social dans la société islamique est le même que celui qu'on trouve dans les sociétés modernes. La société musulmane est composée de la famille, c'est là son unité. L'individu est important, c'est vrai, mais la société est composée de familles. Et la famille dispose d'une direction comme n'importe quelle entreprise. Et l'islam a choisi l'homme pour occuper cette fonction, pour être le chef de famille. Mais comme vous le savez, en islam, la direction se fait par concertation et non pas par individualisme et violence. Mais la famille, ça a changé dans les sociétés modernes. Les familles, il y a de nouveaux modes de famille, il y a des familles recomposées, les gens se séparent, ils refont leur vie, ils font d'autres enfants, il y a des mères célibataires qui élèvent leurs enfants, des pères célibataires qui élèvent leurs enfants. Est-ce que cette vision de la famille n'est pas un peu en contradiction avec votre volonté, qui est affirmée tout au long de ce livre, de prôner un islam très moderne et dans une Tunisie qui se veut dans le mouvement du monde? La structure familiale évolue, c'est normal. Néanmoins, à condition qu'elle persiste. Car l'évolution actuelle risque d'annihiler le concept de famille et de couronner l'individualisme. L'islam insiste sur le concept de famille. Et tout en islam n'est pas famille. Un homme et un homme, ou une femme et une femme, ne sont pas une famille. La famille est constituée d'un homme et d'une femme et se base sur un contrat. Nous devons donc remettre les choses à leur place. Nous parlons là de famille, d'une relation entre un homme et une femme via un contrat. Une condition d'émancipation de la femme, puisque vous prônez l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est même inscrit dans la Constitution à laquelle vous avez grandement participé, c'est la contraception.
ça fait partie de ce qui permet aux femmes de s'émanciper. Le contrôle des naissances, le contrôle de leur corps, de leur maternité, le fait d'avoir un enfant quand elles le souhaitent. Alors j'ai bien lu le livre et j'ai vu que dans votre idée, c'est une décision concertée avec le père, ça c'est normal. Mais en même temps, vous êtes contre l'accès des femmes à la contraception, en tout cas l'accès généralisé. L'islam incite à procréer, car l'islam veut que la vie continue et que la procréation ait lieu dans le cadre d'une famille. Mais ceci n'est pas obligatoire. L'être humain n'est pas obligé de se marier ou de procréer. Il s'agit d'une décision prise par les deux époux, car c'est à eux qu'incombera la responsabilité de procréer. C'est une décision prise par les deux époux. Oui, mais alors, ça veut dire qu'un couple qui ne voudrait plus avoir d'enfants, il faudrait qu'il pratique l'abstinence ou il peut avoir accès à la contraception? Un couple peut décider de ne pas avoir d'enfants. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'un bon musulman, est-ce qu'une bonne musulmane peut avoir accès à la contraception? La contraception ou la procréation est une décision prise par les deux époux. Ce n'est pas obligatoire en islam d'avoir un certain nombre d'enfants. L'islam incite à avoir des enfants sans l'imposer. C'est une question de choix et de timing. Mais donc l'accès des femmes à la contraception, c'est quelque chose qui ne vous choque pas? Pas du tout, c'est une question, comme on l'a dit, prise par les deux époux. L'autre question, après la contraception, c'est la question concernant l'avortement. Là, j'ai lu que vous êtes totalement opposé à l'avortement, sauf quand il y a un risque pour la santé de la mère. Oui, c'est là mon opinion. Quand il y a agression sexuelle? Oui, dans ce cas-là, c'est possible. C'est possible dans ces cas-là? C'est-à-dire en cas de viol, vous acceptez l'idée de l'avortement pour une femme. Alors, on va passer à un autre sujet, mais encore deux questions sur ce sujet. Vous parlez du modèle familial et vous dites la religion a tracé des lignes rouges dans les rapports sexuels entre l'homme et la femme. Elle a interdit l'homme d'avoir des relations sexuelles avec un certain nombre de femmes, sa mère, sa sœur, sa fille, ses tantes. Si nous nous éloignons de la religion, ces lignes rouges n'auront plus de sens et chaque femme deviendra un sujet sexuel pour l'homme et chaque homme pour la femme. Alors, est-ce que ça signifie que les athées, les gens qui n'ont pas de religion, n'observent pas ces principes? Et est-ce que les religieux n'ont jamais de relations incestueuses? Ce discours est destiné aux croyants qui croient que Dieu dirige l'être humain. Et ceux qui ne croient pas ne sont pas obligés de respecter cela, théoriquement. Mais toute société est régie par des lois. Et dans la société islamique, ceci est interdit. Un homme ne peut pas se marier avec sa mère ou sa sœur, qu'il soit musulman ou non. Car la société organise le groupe dans son intégralité, musulman ou non. Sur les questions de société, sur l'homosexualité, vous êtes opposé au mariage pour deux personnes de même sexe, vous êtes opposé au fait que deux personnes de même sexe puissent fonder une famille et élever des enfants, mais sur la question de l'homosexualité, est-ce que c'est l'homosexualité en elle-même, c'est un délit, c'est un crime, ou c'est une façon de vivre sa sexualité que vous acceptez? Dans la société régie par l'islam, ceci est considéré comme un crime. C'est interdit. Mais pour vous, c'est un crime ou c'est un choix de vie? C'est un crime. La loi islamique l'interdit. Pourtant, j'ai lu dans ce livre que vous considériez que ça relevait d'un choix privé de la part des individus. Non, j'ai dit que l'islam respectait l'intimité des individus. L'islam ne fait pas intrusion dans l'intimité des individus, dans les maisons. Ceci est interdit dans la sphère publique.
Ça veut dire qu'on peut être homosexuel si on reste caché. L'islam ne fait pas intrusion dans la sphère privée. Ils ne seront pas punis par la loi, mais par Dieu. Alors sur l'islam et la démocratie, vous prônez un islam politique au pouvoir, un islam qui administre la vie de la cité. Vous considérez que l'islam et la démocratie, c'est compatible, pas forcément contradictoire. Vous êtes fier d'avoir élaboré la constitution tunisienne, qui est une constitution qui garantit l'égalité des citoyens, l'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté de la justice, la liberté de la presse, la liberté de conscience. C'est une innovation. Est-ce que la Tunisie est un exemple pour le reste du monde arabe? C'est ce que nous espérons. Nous espérons que la Tunisie soit un modèle de démocratie compatible avec l'islam. Nous considérons que la constitution tunisienne est un modèle de compatibilité entre l'islam et la modernité, entre l'islam et la démocratie. Mais ça, c'est par conviction, parce que Ennahda avait remporté les premières élections législatives pour la constituante, pour mettre en place l'Assemblée constituante. Vous étiez au pouvoir. Là, vous avez élaboré la Constitution avec les autres groupes parlementaires, vous avez quitté le pouvoir, ce qui est un signe de respect de la démocratie. Mais ça s'est fait par conviction, parce que vous êtes profondément démocrate, ou parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte, où l'armée a repris le pouvoir, a jeté en prison des milliers de frères musulmans, et que vous avez eu peur d'une guerre civile comme ce qui s'est passé en Algérie pendant 10 ans, et ou peur que les persécutions à l'égard des musulmans reprennent. Notre vie politique n'a pas commencé au moment du coup d'État en Égypte. Elle a commencé intellectuellement et politiquement en 1980. Nous avons alors annoncé qu'Al-Nahda était un parti politique, démocratique, dont les valeurs étaient inspirées par l'islam et la modernité. Et nous avons depuis gardé le cap. La constitution tunisienne que nous avons rédigée en tant que majorité n'aurait pas vu le jour si nous n'avions pas signé cette constitution. Nous avons adopté cette constitution. Le brouillon de la constitution avait été écrit avant le coup d'État en Égypte. Et il contient toutes les libertés que vous avez mentionnées. Nous n'avons pas vu le jour au moment du coup d'État en Égypte, mais bien avant. Mais c'est une conviction démocrate à géométrie variable, parce que c'est impossible de vous faire dire du mal de la lapidation, par exemple, en Arabie Saoudite. Est-ce que la lapidation, c'est quelque chose que vous condamnez? Nous nous intéressons aux lois adoptées par l'Assemblée tunisienne et par l'Assemblée constituante. C'est ce qui nous intéresse. Toute société adopte les lois qui lui plaisent. C'est un peu facile, monsieur Ranouchi. Toute société adopte les lois qui lui plaisent, exprimant ainsi sa culture. Donc, vous ne condamnez pas le fait que des femmes puissent être lapidées. Vous qui prônez pour les femmes, pour les musulmanes, le fait qu'elles puissent s'instruire, qu'elles puissent travailler, qu'elles puissent en partie au moins diriger leur vie, vous n'êtes pas choqué par le sort qui est fait aux femmes en Arabie Saoudite? Il n'y a pas de loi spécifique pour la lapidation des femmes. Non, c'est vrai, ça concerne les femmes et les hommes, oui. Il n'y a pas de loi spécifique pour la lapidation des femmes. Et la loi que nous respectons en Tunisie, c'est la loi adoptée par l'Assemblée tunisienne. De même, vous dites, nous croyons que la justice est un des noms de Dieu, que le pouvoir doit reposer sur la justice, que la justice n'est pas possible tant qu'il y aura des riches égoïstes et des pauvres délaissés. Nous pensons que plus nous approchons de la justice sociale et de l'éradication de la pauvreté, plus nous sommes de bons croyants. Donc je me dis que vous devez être certainement choqué par la façon dont sont traités les travailleurs au Qatar et le fait qu'ils soient souvent exploités, qu'ils travaillent dans des conditions proches de l'esclavage et qu'ils gagnent très peu leur vie.
Je ne dispose pas de rapport scientifique sur la manière dont tel ou tel État traite ses travailleurs. Je suis en faveur de la justice sociale, car l'islam combat la pauvreté et soutient l'égalité. Je m'intéresse à ce qui se passe en Tunisie et non pas ce qui se passe en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays. Je suis en faveur de l'égalité sociale dans tous les pays du monde, en Arabie Saoudite, au Qatar, en France, et il en va de même pour les banlieues françaises. D'accord, on se le tient pour dit. Deux questions encore et on en termine. Vous avez 73 ans. On vous souhaite évidemment d'être à la tête du parti Ennahda le plus longtemps possible, on le souhaite pour vous. Mais à un moment, il va falloir passer le relais. Est-ce que la relève est là et est-ce que ceux qui prendront votre suite seront aussi attachés au principe de démocratie? Je suis persuadé que ceux qui prendront la relève garderont le cap d'un parti Al-Nahda démocratique et mèneront le projet démocratique en Tunisie et dans le monde arabe. J'en suis convaincu. Car il ne s'agit pas d'une décision politique, mais d'une culture du parti Al-Nahda. C'est une manière de comprendre l'islam. Avant de vous remercier, je voudrais envoyer un message aux musulmans de France. Dites-nous. Soyez assurés que vous êtes chez vous en France, vous n'êtes pas des étrangers. L'islam est un message universel qui ne concerne pas simplement les Arabes. C'est un message universel. La dernière sourate du Coran parle 5 fois de l'être humain. Le Coran est un message qui s'adresse aux musulmans et à l'humanité tout entière. Soyez assurés que vous êtes en France chez vous, que les citoyens français non musulmans sont votre peuple et que le pays où vous avez été éduqué, qui vous a accueilli, mérite que vous lui soyez fidèles. Que vous lui soyez loyaux et que vous participiez à sa prospérité et sa grandeur. Et si une loi ne vous plaît pas, patientez et luttez pour modifier cette loi pacifiquement, de manière pacifique. Participez plus à la société française et ne vous isolez pas. Participez plus aux partis politiques et à la société civile. Merci. Merci beaucoup. Voilà pour cette interview que nous a accordée Rached Ghannouchi hier à son domicile à Tunis. Je voudrais remercier particulièrement Alexandre Moncaillot, Laurent Berneron, Sébastien Cochelin, Rafik Amara et Marc Kaba. Rafik Amara et Marc Kaba qui ont assuré la traduction de cette interview. Et merci à vous, Olivier Ravanello, parce que c'est un peu grâce à vous que nous avons pu réaliser cet entretien. Vous venez de publier aux éditions Plomb un livre d'entretien avec Rached Ghannouchi, dans lequel il revient sur la plupart des sujets que nous avons abordés et sur d'autres sujets d'ailleurs. Vous avez écouté cette interview. Alors, Rached Ghannouchi a un discours très ouvert, j'ai envie de dire très acceptable pour les démocraties occidentales, mais c'est quelqu'un à qui l'on reproche souvent un double discours. Alors, est-ce que c'est le vrai Ghannouchi qu'on a entendu là ce soir ? Écoutez, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce personnage, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'y intéresser et le faire parler en longueur, pendant près de 40 heures d'entretien, c'est que c'est quelqu'un qui a une double casquette. C'est un leader politique. Donc comme tous les leaders politiques, et vous en interviewez plus que moi, vous leur demandez de se positionner et quand ils vous parlent, ils n'essaient pas simplement de vous convaincre, ils parlent aussi à leurs militants, à leurs adhérents. Donc à chaque fois qu'il y a des lignes qui bougent, ils prennent un risque politique parce que ceux qui les soutiennent disent mais le chef dit ça, est-ce qu'il faut le croire, est-ce qu'on adhère toujours? Et manifestement, Ghannouchi, politiquement, fait bouger des lignes. Et puis,
ce qui est encore peut-être plus intéressant, c'est que c'est un leader spirituel. C'est un homme qui, aujourd'hui, quand il parle de religion, fait autorité sur un arc qui part d'Istanbul et qui finit au Maroc. C'est-à-dire que sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, c'est un référent religieux pour ceux qui vivent l'islam de manière modérée. Alors on se dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, il faut interroger cette question-là. Si on en reste simplement dans une dichotomie en disant, d'un côté, il y a des démocrates laïcs qui se moquent de la religion, et de l'autre côté, des barbus plus ou moins proches des terroristes, on est sûr de rien comprendre à ce qui va se passer dans le monde arabe, et on est sûr d'être dans un choc de civilisation, où de toute manière, on regardera en permanence les musulmans de travers. Pour sortir de cette impasse, il faut aller interroger ceux qui disent l'islam peut s'intégrer à la démocratie. Quand Ranouchi parle des minarets en disant si ça vous pose un problème, ça n'est pas obligé de construire des minarets. Quand Ranouchi parle du voile, quand il parle du halal à la cantine, quand il dit aux femmes musulmanes en France vous pouvez porter le voile mais suivez la loi et la loi est plus importante que nous. Ce qui moi est encore plus intéressant à mes yeux, c'est que d'un point de vue de français, de laïc, vous avez une parole qui permet de contrer les plus radicaux parmi les musulmans, qui vous disent « ma religion m'impose de faire ceci, ceci et cela ». Et quand vous êtes français attaché à la laïcité, vous répondez « mais non, c'est pas possible », on vous renvoie facilement « mais c'est parce que vous n'aimez pas l'islam ». Non, la preuve, Ranouchi est lui aussi dit qu'on peut s'accommoder de ceci ou de cela. Donc c'est aussi un livre et des entretiens et une parole dont un Français peut se servir, peut utiliser pour défendre notre modèle laïque. Au fond, Ranouchi interroge notre laïcité. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le lire. Y compris sur des sujets, on va dire, les plus sensibles, à la fois dans votre livre, et on l'a un peu entendu dans cet entretien. Bon, alors, il n'y va pas facilement, évidemment. C'est pas évident pour lui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il parle aussi à tous ceux qui l'écoutent, à sa base, à ceux qui le suivent. Mais sur des sujets comme l'avortement, quand il dit quand même du bout des lèvres, oui, quand il y a danger pour la vie de la mère, oui, quand il y a eu viol, on peut procéder à un avortement. Sur la contraception, sur le port du voile, effectivement, et l'observation par les femmes musulmanes de la loi du pays dont elles sont issues, dont elles sont citoyennes, c'est quand même des thèmes sur lesquels on n'a pas l'habitude d'entendre une parole aussi progressiste, en tout cas du point de vue occidental. Évidemment, parce que le débat chez nous est pollué par la branche la plus radicale de cet islam qui est souvent salafiste, dont beaucoup d'imams portent encore le message dans différentes mosquées en France et qui sont sur des positions qui sont rétrogrades, qui sont extrêmement radicales et qui à chaque fois disent mais on s'appuie sur les sourates du Coran. Sauf qu'on est sur un texte qui a été écrit en 700 et qui n'a plus aucune actualité aujourd'hui et qui doit être interprété. Quand vous avez ces débats sur prier ou non dans la rue, Ranouchi le dit, ça n'a aucun sens de prier dans la rue. Sur les minarets, à un moment donné dans l'entretien, il dit mais je n'ai pas besoin de minaret. Aujourd'hui, je me sers de mon iPhone, c'est mon iPhone qui me rappelle quelles sont les heures de la prière. À quelle heure il faut prier. Il faut aussi entendre cette voix-là et se dire qu'il y a une possibilité d'alimenter notre débat sur la place de l'islam en France de manière un peu plus éclairée que ce qu'on peut entendre en Rached Ranouchi est relativement inconnu de la part du grand public en France. Bon, ce n'est pas... il a 73 ans, il a été dans la lutte armée, il a été condamné pour des faits de violence par le passé. Il a passé 22 ans en exil en Grande-Bretagne avant de retourner en Tunisie à la faveur de la chute de Ben Ali. Et en Tunisie, il y a des gens qui contestent Ranouchi, qui contestent Ennahda et qui lui reprochent d'être responsable de la montée du terrorisme en Tunisie. Ce qui est sûr, c'est que politiquement, lorsque Ennahda arrive au pouvoir, il n'y a pas un tour de vis très net qui a été fait. Ils ont laissé couler, ils ont laissé filer, notamment vis-à-vis des salafistes qui sont sortis de prison à la faveur de la Révolution. Il n'y a pas eu une prise en compte immédiate du problème sécuritaire que ça pouvait représenter. Sans être dans sa tête, j'ai l'impression qu'il se disait que par le dialogue, il allait arriver à les manipuler. Et on a vu ce que ça a pu donner. Donc il y a une faute politique évidente de la part de ce parti islamiste vis-à-vis du terrorisme. Ensuite, il y a le jeu de la démocratie. Et le fait
respecter, faut reconnaître que jusqu'à présent, c'est pas pour autant qu'on va leur donner le bon Dieu sans confession, jusqu'à présent, ces règles du jeu, ils les suivent. Merci Olivier Ravanello. Je rappelle donc ce livre d'entretien avec Rached Ghannouchi. L'intégralité de notre entretien avec Rached Ghannouchi est à revoir sur itélé.fr. 18h politique continue et on parle notamment ce soir de foot avec le match OM-PSG, mais on va aussi parler de politique évidemment après le journal. À tout de suite.